en vertical. Voilà. Donc, on a déjà une offre bien structurée, mais également un potentiel de développement du cyclotourisme dans l'Hérault. Et au-delà des aménagements cyclables qui sont réalisés, des infrastructures, donc on s'efforce depuis quelques années déjà de qualifier ce réseau et en développant notamment des offres de services qui soient vraiment adaptées aux besoins spécifiques de ces clientèles-là. Et donc, vous contribuez fortement à ce développement en vous intégrant dans le cadre du label Accueil Vélo, en fait, à ce réseau de prestataires donc un peu dédiés au cyclotourisme. Voilà, donc l'objectif de ces, je passerai la parole à Élodie, mais l'idée là, c'est, voilà, on a un réseau qui commence à être assez étoffé, puisque on est aujourd'hui à, je crois, Élodie, plus de 190 professionnels labellisés Accueil Vélo. On espère atteindre le seuil des 200 assez rapidement. Et c'est une montée en puissance assez importante, puisqu'il y a 3 ans, il y avait 0 qualifié Accueil Vélo dans l'Hérault. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est d'animer, de mobiliser ce réseau, d'être en lien permanent avec vous, voilà, et de travailler ensemble, en fait, aux améliorations, aux évolutions, et puis de vous alimenter également en information, de favoriser les échanges d'expériences également, c'est toujours intéressant. Et donc, voilà, l'objectif d'aujourd'hui, ce premier webinaire va être effectivement d'avoir des premiers échanges autour d'un programme donc, que nous a concocté Élodie, qui est donc chargée du vélotourisme à aérotourisme. Et du coup, Élodie, je te laisserai présenter le programme en fait, de cet atelier, de ce webinaire. Et je vous prie de m'excuser par avance, mais moi, je serai obligée de vous quitter d'ici une demi-heure à peu près, peut-être même avant. Voilà, donc je vous laisserai poursuivre vos travaux et les échanges. Un grand merci encore une fois à tous d'être présents. Voilà, Élodie, je te passe la parole. Oui, bonjour à tous. J'espère que tout se passe bien. Je sais qu'il y en a qui ont eu quelques soucis pour entendre. Voilà, donc en tout cas, pour commencer sur l'organisation, mesdames et messieurs les participants, vous ne pouvez apparaître ni parler, voilà, aujourd'hui. Simplement, évidemment, vous pouvez discuter avec nous à travers le chat ou donc Gilles Delerue est à la manœuvre. Voilà, il peut vous répondre. Et puis, c'est lui, en fait, aussi qui posera les questions que vous posez à nos intervenants. Donc, Gilles, qui peut nous faire un coucou. Alors, bonjour à tous. Voilà, Séverine et Valérie ont quitté et elles auront le replay. Voilà. Alors, du coup, je vais partager mon écran. C'est mieux quand on est sur la première slide. Ah. Alors, voilà. J'espère que tout le monde peut voir le PowerPoint. C'est bon, Élodie. Oui. C'est bon? OK. Alors, effectivement, un petit rappel du programme du jour. Donc, ce premier webinaire devrait durer environ 1h30. Pour commencer, il y aura voilà, quelques chiffres et statistiques sur le tourisme à vélo. Puis nous commencerons à évoquer les clientèles et tendances du voyage à vélo avec 2 agences de voyage, le Vélo Voyageur et Cap Vélo Discover France. Il y aura ensuite une table ronde autour du transport de bagages avec la malle postale et Baga France, OK, ça roule. Et enfin, nous aurons le témoignage de Justine du camping Beauregard-Plage qui a décidé de s'investir dans le développement du tourisme à vélo. Donc, voilà. Alors, je vais commencer du coup par vous donner un peu ces données de cadrage, puisque le touriste à vélo, il est multiple. Donc, il y a 15% d'itinérants sur nos grands itinéraires cyclables ou VTT, 15% de sportifs,
5% d'utilitaires, c'est-à-dire en fait de gens qui utilisent le vélo pour se déplacer quand ils sont en séjour à vélo, en séjour pardon, sur notre territoire. Et enfin, la part la plus importante, c'est évidemment les loisirs, donc ceux qui font de la balade à vélo. Les principaux indicateurs voilà, sont les suivants. Déjà, il y a 22 millions de Français qui pratiquent le vélo pendant leurs vacances, donc ça n'est pas une paille. Et vous devez les voir chaque année dans vos établissements. La dépense moyenne des touristes à vélo est de 68 € par jour et par personne, alors qu'effectivement, pour le touriste lambda, c'est 55 €. Évidemment, il y a des grandes différences suivant la typologie de touristes. Hein. Par exemple, pour un itinérant, c'est plus de l'ordre de 75 €. C'est 104 € pour les cyclosportifs. Enfin, 20% à peu près des touristes à vélo viennent de l'étranger. En ce qui concerne la fréquentation, à proprement parler, des aménagements cyclables, on a relevé donc en 2021 plus 11% par rapport à 2019. Et c'est un touriste qui vient en toute saison, voilà, notamment 18% au printemps, 22% à l'automne, 19% à l'hiver. Donc voilà, ça peut être intéressant pour désaisonnaliser votre activité. En ce qui concerne la plateforme France Vélo Tourisme, donc puisque sur le tourisme à vélo, hein, sur cette filière, on a la chance d'avoir une plateforme web nationale. On a relevé quand même plus 86% de visites par rapport à 2019 et 8,7 millions de pages vues. Donc voilà, c'est là aussi qu'on voit l'essor de la pratique du tourisme à vélo. Les 3 sites web qui sont les plus consultés sur France Vélo Tourisme, c'est la Vélodyssée via Rona, qui passe dans l'Hérault hein, d'ailleurs, et la Vélo Maritime. Il y a en tout en France plus de 6000 labellisés accueil vélo. Isabelle vous l'a dit tout à l'heure, on arrive à 190 dans l'Hérault. Donc, la visibilité des offres accueil vélo, elle est aussi en pleine augmentation sur la plateforme France Vélo Tourisme. Vous voyez voilà, le nombre d'affichages. Voilà, de l'ensemble, sachant qu'en plus, à peu près, il y a un taux d'efficacité qui approche de 50%, c'est-à-dire que non seulement les gens consultent la fiche, mais aussi après, ils vont sur le site web du labellisé, ils envoient une demande ou ils regardent le numéro de téléphone pour appeler. En tout cas, cette visibilité, elle concerne beaucoup les hébergeurs, hein, à plus de 87%, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu logique étant donné que la plateforme France Vélo Tourisme s'adresse en particulier à une clientèle itinérante et que les gens veulent réserver leur hébergement en amont. Voilà, hein, les visites ou les restaurants, c'est vrai que ça se décide plus une fois sur place. Parmi les hébergeurs, il y a, on va dire, ceux qui tiennent le haut du panier, hein, ce sont les chambres d'hôtes et les hôtels. Alors, voilà, j'en ai fini avec tous ces chiffres qui sont génériques hein, sur les clientèles du tourisme à vélo, mais ce qui nous intéresse et surtout ce qui vous intéresse, c'est d'en savoir plus et surtout quelles sont leurs attentes, comment on peut y répondre. Et pour creuser la question, nous avons fait appel à deux spécialistes de l'Hérault. Donc, à savoir le vélo, 2 agences, hein, le vélo voyageur avec Médélis Lebon pardon, et Valentine Ségret, Cap Vélo, Discover France. Alors, on va commencer peut-être par Médélis. Donc, Médélis, tu es chargée de clientèle et de destination pour le vélo voyageur. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous présenter l'agence et la caractéristique de vos clients? Alors, Médélis, est-ce que tu es avec nous?
Ah, ah, c'est embêtant. Médélis? Bon, bah alors on va faire autrement. Je pense qu'elle est là parce qu'on la voit, mais je pense que c'est son Ah. micro qui ne doit pas marcher ou je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on va essayer? Elle essaye de te parler, mais ça ne fonctionne pas apparemment. Merci. Et c'est ça. Alors, tout à l'heure, ça marchait parfaitement. Alors, on va essayer de... Après, Est-ce que tu peux essayer de réactiver son micro? Alors, on ne t'entend toujours pas, Médélis. J'ai un petit souci, j'arrive pas à activer le son de mes délices. On commence bien, hein, on fait ça. après si tu veux, Elodie, je peux commencer et puis Ouais, en je pense attendant qu'on va peut-être. faire comme ça. Alors, bon, Si tu veux, on peut faire ça, il n'y a pas de souci. on va faire comme ça. Même si c'est. Une solution pour toi, Médélis. Donc, Valentine, tu es directrice de Cap Vélo et de Discover France. Tu es une passionnée de vélo également. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter ces deux agences de voyage? Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Merci déjà de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur ce webinaire. Merci à Aérotourisme et à Elodie d'organiser tout ça. Donc, nous, on est une agence de voyage avec deux marques, donc Cap Vélo et Discover France. Donc, Cap Vélo est une agence donc plutôt clientèle française et Discover France plutôt une clientèle internationale, enfin, essentiellement américaine. Donc, on propose des séjours à vélo de toutes sortes, on va dire, pour toutes les pratiques. Donc, ça va du vélo loisir, VTC, vélo électrique, jusqu'au vélo de route, VTT, gravel, etc., etc. Donc, on a vraiment tous les types de clientèle et on est spécialisé alors dans le séjour à vélo en liberté, c'est-à-dire que nos clients sont en autonomie sur les séjours et ils se guident avec une application mobile. Mais également, on a une petite part de clientèle sur du séjour guidé. Donc, on balaye un petit peu tous les types de clientèle sur ces deux marques, Cap Vélo donc, et Discover France. Voilà ce que j'avais à dire en présentation. Je ne sais pas après si du coup... Ce sont pour des vélotouristes, aussi pour des VTTistes ou... Voilà, ouais, vraiment balayer toutes les pratiques comme je disais, donc de la famille qui vient faire un petit séjour par exemple autour des étangs de Thau par exemple, jusqu'au VTTiste qui vient faire notamment la GTMC, la grande traversée du Massif Central, en passant par la personne qui est en vélo de route ou en gravel aussi, cette nouvelle pratique cycliste. Donc on balaye vraiment toutes les pratiques sur nos deux marques. Voilà, et divisé en deux types de clientèle, comme je vous disais, donc français sur Cap Vélo et plutôt américain sur Discover France. Donc avec des attentes notamment très différentes. On en reparlera après dans un second temps. Ok. Alors, Médélis, est-ce que tu arrives? Est-ce que vous m'entendez? Eh oui. Ah, je ne sais pas si c'est merveilleux. Enfin, je suis désolée. Je sais pas. En plus, tout à l'heure, ça fonctionnait. Mais bref, c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct. Exactement. Médélis, Oui. Voilà, comme je disais, tu es chargée de clientèle et de destination pour le vélo voyageur. Oui. Voilà, peux-tu nous présenter en quelques mots l'agence et ses clientèles? Oui, alors, du coup, le Vélo Voyageur, c'est une agence qui a été créée il y a déjà 10 ans par Bérangère et Eugénie. On vend et on produit des voyages dans toute la France et en Europe.
Donc, c'est des voyages itinérants. La plupart se font en VTC ou en vélo à assistance électrique. Voilà, on a une clientèle qui est plutôt, donc nous, on fait partir que des individuels, on ne fait pas partir de groupes. Et on a une clientèle qui est disons, plutôt, familiale. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la clientèle est plutôt aussi néophyte, c'est-à-dire que, ceux qui, viennent faire, des séjours à vélo, ce sont généralement des gens qui n'ont, pas d'expérience dans le séjour à vélo. C'est-à-dire qu'ils font du vélo à titre personnel, à titre, de loisir et ils changent, la nature de leur fonction. Voilà, donc si je devais, chiffrer, ce serait environ 80 de néophytes et plutôt 20 en fait de gens qui reviennent, chaque année après avoir testé, un séjour à vélo. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que du coup, ils comprennent et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont aimé cette pratique et ils reviennent, la faire. Les néophytes, en fait, ce qui se passe, c'est que, ils ont envie vraiment de tester, l'aventure, du voyage à vélo et ils décident de, se lancer avec une agence, pour, justement être rassurés et de, savoir qu'ils n'auront pas à organiser ou, à s'occuper de quelque chose en cas de problème, ils seront assistés. Donc voilà. Ok. Disons que notre clientèle, elle est plutôt, locale, à l'échelle nationale. Oui. Hem Et on a aussi pas mal d'étrangers. Alors c'est plus on va avoir, des Belges, beaucoup d'Allemands, pas mal d'Américains. Voilà, donc c'est quand même une clientèle, assez, diverse et variée. Hem, c'est une clientèle qui reste quand même assez exigeante, de plus en plus attentive à son pouvoir d'achat. Ils aiment savoir, tout ce qu'il y a derrière, le prix, ce qui est normal et tout ce qu'il y a derrière les services qu'on leur propose. Donc pour ça, il faut que leur organisation, elle soit, rapide, bien faite, qu'elle corresponde à ce qu'ils ont acheté, en essayant au maximum d'éviter, tout type, de désagréments, qui qu'on peut rencontrer lorsqu'on fait un séjour à vélo. Ok. Voilà, Euh, ce qui est de notre clientèle, Ok. Valentine, tu abordais tout à l'heure un peu la différence peut-être entre les clientèles françaises et les clientèles étrangères. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc du coup, voilà, je vous le disais tout à l'heure, il y a une vraie différence entre les attentes de notre clientèle vraiment française et on va dire internationale, essentiellement américaine. Donc le français, alors on a quand même une base commune, hein, c'est-à-dire que c'est ce que disait Médélis, c'est-à-dire que le client veut de la transparence dans ce qu'il va payer, dans ce qu'il va acheter avec nous. Il veut que tout, voilà, qu'il retombe sur ses pattes entre guillemets. Après, il y a une différence au niveau des attentes vraiment dans le séjour. C'est-à-dire que le client américain, donc je vais commencer par lui et après on a de l'australien, du canadien. Enfin voilà, on est un petit peu sur les mêmes typologies de clientèle. Là, on est sur de la clientèle qui est plutôt exigeante. Donc, il va rechercher de l'établissement hôtelier 4-5 étoiles sur des prestations vraiment haut de gamme, des vélos de qualité, que tous les services ce soit de qualité tout au long du séjour, que l'on soit là pour eux en cas de problème. Donc, on a ce qu'on appelle une assistance téléphonique 7 jours sur 7, où les clients peuvent nous appeler en cas de problème, puisque l'essentiel de nos clients sont en liberté. Donc, il faut qu'ils puissent nous joindre à tout moment. Comment ?
Non, non, rien du tout. Ah, d'accord, ok. J'ai entendu un bruit, j'ai cru que c'était une question. Oui, oui, c'est mon téléphone qui fait des siennes. Ah, ok, ça marche. Je l'éloigne. Ça marche. Donc voilà pour le client américain. Le client français, lui, va être beaucoup moins exigeant en termes d'hébergement. Lui, ce qu'il va rechercher, c'est un bon rapport qualité-prix. Il va être vraiment sur ça. Donc, on va être plus sur de l'hôtellerie 2-3 étoiles, sur des services de qualité, toujours, hein, parce qu'il faut qu'on soit transparent par rapport à ce qui est inclus dans leur séjour. Mais par contre, alors sur le côté vélo, on va dire 50% du temps, ils ont leur vélo, donc on leur donne l'opportunité de pouvoir prendre leur propre vélo, de ne pas leur inclure dans le séjour. Contrairement aux Américains, où là, on inclut le vélo dans le séjour, parce que forcément, ils viennent des États-Unis, ils ne vont pas venir dans l'avion avec leur vélo. Donc, ils ont donc ce côté où ils peuvent choisir s'ils veulent un vélo ou non. Ils sont moins exigeants aussi sur le matériel. On peut leur donner des vélos un petit peu moins haut de gamme qu'un client américain. Et donc, forcément, il veut payer aussi moins cher sur une durée de séjour aussi également moindre. Le client français est sur un gros week-end, on va dire, ou petite semaine. Le client américain est sur une grosse semaine en termes de durée. Donc, voilà un petit peu la différence entre les deux types de clientèle que l'on a. Elodie, je pense que tu as coupé ton micro. Merci, voilà. Oui. Pour poursuivre un peu justement, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est un séjour vélo tel que vous l'organisez et plus exactement quelles sont les composantes d'un séjour vélo, on va dire, parfait? Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est pour vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'un séjour à vélo, parce que souvent, on n'a pas idée de tout ce qu'il y a derrière, en fait, un séjour à vélo. Donc, nous, en tant qu'agence, on s'occupe donc des itinéraires, bien sûr, à vélo, que l'on que l'on choisit et que l'on sélectionne par rapport à la sécurité, bien entendu. S'il y a des pistes cyclables, c'est un plus. Ou sur petite route, vraiment. On inclut également donc les vélos de qualité, donc comme je vous disais, inclus ou non inclus en fonction si c'est du client français ou du client international. On inclut également donc les transferts de bagages, puisque dans un séjour à vélo en itinérance, le client va d'un point A à un point B chaque jour. Donc forcément, il ne va pas transporter ses bagages sur son vélo. Donc il y a tout un service de transfert de bagages et de logistique qui rentre en ligne de compte. Et bien sûr, comme je vous disais, les hébergements. On inclut également, donc par rapport aux itinéraires, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on inclut également une application mobile qui leur permet de se guider, et ils ont également des documents de voyage qui leur permettent également de se guider. Et donc, j'ai noté bien plus encore parce que le client du séjour en liberté, donc qui est vraiment sur cet exemple-là, aime être, comment dire, pas assisté, mais en tout cas, comme je vous disais, on a un numéro de téléphone d'assistance. Donc, en cas de problème, ce sont des personnes qui peuvent nous appeler à tout moment s'ils sont perdus, s'il y a un problème avec l'hôtel, s'ils ont un problème avec leur vélo, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est au niveau des hébergements, que du coup, les hébergements soient de qualité, voilà, le service, un accueil qui soit vraiment irréprochable. Des petits services en plus qui font la différence. Par exemple, un spa, des massages, c'est des petites choses comme ça que le client touriste à vélo apprécie vraiment. Donc voilà, le séjour parfait à vélo, en fait, c'est tous ces petits éléments qui fonctionnent bien, une logistique qui fonctionne bien à niveau organisation, et puis derrière les services qui sont de qualité et les prestations de qualité avec des itinéraires de qualité, sécurisés, des vélos de qualité, un hébergement de qualité, etc., etc. Voilà un petit peu. Ok, merci. Effectivement, on a la notion de qualité, la notion d'exigence, le besoin aussi d'être rassuré, d'être accompagné. Médélis, quand vous cherchez des prestataires pour le vélo voyageur, voilà, à quoi exactement est-ce que vous êtes attentif
notamment pour les hébergements, par exemple? Alors, c'est vrai que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que généralement les séjours itinérants, enfin, qui dit séjour itinérant dit que les voyageurs vont séjourner 1 nuit, voire 2 nuits maximum par hébergement. Ils changent tous les jours. Donc, c'est vrai que quand on crée un séjour et qu'on cherche un nouvel hébergement, bon, le point primordial qu'on va regarder, c'est avant tout de savoir si ils disposent d'un local vélo pour pouvoir ranger les vélos en toute sécurité. Ça sur le côté matériel, mais après vraiment, c'est vrai que ce qu'on regarde, c'est la convivialité. Les voyageurs, ils aiment bien être accueillis, surtout après une longue journée de vélo, ils aiment bien être accueillis avec des petites attentions, comme l'a dit Valentine. Et également la flexibilité de l'accueil, parce que c'est vrai que vu qu'ils sont en séjour liberté, c'est difficile pour eux et pour nous de donner une heure précise d'arrivée du client à l'hébergement. Il peut y avoir des petits couacs pendant leur journée, donc c'est vrai que c'est toujours un peu délicat. Donc ça, c'est un point en plus, la flexibilité, ne pas vraiment avoir d'horaire pour l'hébergement d'une réception ouverte ou alors un grand créneau. Voilà, on recherche aussi, c'est un plus s'il y a un service de restauration, une demi-pension qui est proposée. Et c'est vrai que de plus en plus, on a la demande de paniers repas, pour le midi notamment, pour pas que, les voyageurs, perdent du temps, le midi à se restaurer ou perdre de l'énergie à chercher. Donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandes, pour, des paniers repas, ne serait-ce que, je sais pas, des bocaux ou des choses comme ça. Hem, pas Si on continue sur, la restauration, c'est vrai qu'un petit déjeuner, assez qualitatif et assez copieux, c'est toujours mieux, à privilégier pour que, ils puissent partir, tout au long de la journée pour pédaler. Donc voilà. Hem Et également, je reviens aussi un peu, pardon, sur cette histoire d'horaire, d'accueil et de réception. Heu, c'est pas que pour, les voyageurs, mais c'est aussi pour les transporteurs de bagages qui, pareil, parfois ne peuvent pas trop donner d'horaire d'arrivée ou alors ça reste assez flexible. Et si, il y a pas, quelqu'un pour, être là pour réceptionner les bagages, c'est vrai que, un hôtelier, qui nous dit que, il peut nous fournir un code d'entrée à l'hôtel ou dans l'hébergement, c'est très apprécié. Voilà, donc de manière générale, un hébergement assez flexible, toujours qualitatif, chaleureux et accueillant, voilà, qui puisse être, là, si jamais, les clients ont un souci. Ouais. Voilà. Et sur les loueurs, Et sur les loueurs, de vélos, comme l'a bien précisé Valentine, c'est vrai que, les clients et que ce soit alors plus, les clients étrangers évidemment, ils aiment bien, être accompagnés tout du long. Donc c'est vrai que, un loueur de vélo qui va prendre, le temps, d'expliquer, comment ça fonctionne, oui, qui va prendre le temps de régler le vélo avant de partir, peut-être penser à quelque chose, auquel, il n'aurait pas pensé pour le confort, du client, enfin voilà. De manière générale, en fait, il faut penser que pour que le séjour d'un client se passe, vraiment bien, c'est toute une chaîne qui doit fonctionner. Chaque prestataire, que ce soit nous ou les hébergements, les loueurs, transporteurs, c'est des petits maillons qui vont participer à la réussite du séjour du client. Donc voilà, prévoir des petites attentions, être attentif, à leurs demandes, les rassurer énormément, voilà. OK. Alors, Valentine, Mmh. peut-être que tu peux nous préciser, on a parlé des hébergements, des loueurs et des transporteurs. Vous proposez, j'imagine, aussi des sites à visiter, des restaurants, de la restauration? Tout à fait. Alors après sur nos séjours, nous on propose certaines, activités en
plus, soit d'ailleurs, je dis en plus, mais soit en option, soit inclus dans le séjour. Donc, par exemple, des dégustations de vin, des entrées dans des châteaux, des entrées dans des musées ou des choses comme ça, donc qui permettent de personnaliser un petit peu le séjour et d'agrémenter le séjour. Dans les documents de voyage également, on met des suggestions donc de restauration, par exemple, jour de marché, boulangerie, épicerie, puisque les clients en fait, en journée, ils font leur itinéraire, mais ils sont en fait en autonomie. Donc, du coup, on leur donne des petites billes un petit peu pour aller aux bons endroits sur place. Donc voilà, ce que l'on propose également en plus de l'itinéraire vélo, puisque il faut savoir que c'est des touristes à vélo, mais ils sont là pas forcément pour faire du vélo. Ces clients-là, ils sont là pour venir découvrir une région à vélo. Donc il faut agrémenter un petit peu le côté vélo avec plein d'autres choses à côté. Okay. Voilà. En tout cas, dans les critères, voilà, notamment Medélis que tu as cité pour les hébergeurs, les loueurs, voilà, vraiment, ça correspond aux critères du label Accueil Vélo. Est-ce que, justement, pour vous, le label Accueil Vélo, c'est important? Peut-être Medélis pour commencer, ensuite Valentine. En tout cas, c'est un énorme plus. C'est vrai que quand on cherche des hébergements, si il y en a 2 en liste et qu'il y en a un qui a le label Accueil Vélo, c'est vraiment celui qu'on va évidemment favoriser. Parce que nous, ça nous apporte le côté sécurisant. On sait qu'on va pouvoir on sait qu'en tout cas, ils seront aptes à pouvoir accueillir nos voyageurs de la bonne manière. Donc, ouais, c'est clairement quelque chose qu'on regarde et auquel on prête attention. Et Valentine? Ouais. Nous, c'est pareil. En fait, si l'on voit que l'hébergement a le label Accueil Vélo, en fait, on y va presque les yeux fermés parce qu'on se dit, en fait, ils sont prêts à accueillir nos clients. C'est des personnes qui aiment le vélo, il y a tout ce qu'il faut, il y a un local. Enfin voilà, ils sont prêts à accueillir ce type de clientèle-là. Donc, ouais, on y va les yeux fermés, ça nous rassure et c'est ce qui est c'est un gros point fort en tout cas, ça c'est sûr. Ok. Alors, j'ai un sale rôle. Oui, maître du temps. De gardien du temps et de la conversation. Voilà. Alors, on va terminer justement sur ce point-là, sur les tendances à venir. Voilà, qu'est-ce que vous sentez venir? On va commencer peut-être par Medélis. Du coup, voilà, quelles sont les tendances, quelles sont les nouvelles demandes en tout cas? Ce qui est sûr, c'est que la demande va être toujours de plus en plus grande et présente, surtout avec l'offre et l'avènement du vélo électrique, comme on l'a mentionné à l'introduction. Mais également, nous, en tout cas, ce qu'on remarque de notre côté, c'est que vraiment la tendance va être à la personnalisation du voyage. Nous, on propose des séjours d'un point A à un point B, mais les clients, vraiment, là, on sent qu'ils veulent personnaliser, donc ils ont fait des recherches avant et ils passent par nous pour pouvoir mener à bien leur projet. Et comme le disait Valentine, encore une fois, c'est vraiment eux, ce qu'ils vont rajouter, c'est des petits arrêts ou des petits arrêts à des points culturels ou des villes à visiter par lesquelles on passerait pas forcément dans nos séjours. Voilà. Et également, ce qu'on remarque, ce qui est assez flagrant, c'est l'acquisition de leur propre matériel. Ils sont de plus en plus nombreux à apporter leurs vélos qui sont équipés du coup, qui ont déjà leur sacoche, leur protège-selle, leur support pour le téléphone. Enfin voilà, ils sont vraiment équipés et préparés, que ce soit des VTC ou des vélos à assistance électrique. Et du coup, en fait, ce qui nécessite d'autant plus de la part des hébergements à avoir un garage sécurisé parce que leur matériel du coup est encore plus précieux, si je puis dire ça comme ça. Ok.
Valentine, du coup, voilà. Oui, j'enchaîne. Du Oui. coup, je suis totalement d'accord avec ce que dit Médélis. C'est exactement ce qu'on remarque aussi sur ces deux premiers points. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les gens les clients diversifient leurs pratiques dans le monde du vélo. Je parlais, donc ça veut dire que on va avoir du VTT, du gravel, du vélo de route, du VTC, du vélo électrique, du VTT AE. Enfin voilà, on a vraiment une diversification des pratiques et une Je ne sais pas diversification si des tout le formats. monde, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est un gravel. Est-ce que tu pourrais quand Ah même... oui. Alors, un gravel, en fait, c'est comme un vélo de route. En tout cas, c'est le même cadre. C'est juste que c'est au niveau des pneus, en fait, où les pneus sont crantés et un peu plus larges, en fait. Donc, c'est un vélo qui permet d'aller autant sur la route que sur des chemins. Alors, chemin, on entend chemin carrossable, c'est-à-dire que c'est sûr qu'un petit sentier avec des cailloux partout, ça va pas du tout être adapté. On est plus sur du VTT. Mais le gravel, voilà, c'est le vélo de la liberté. Moi, j'appelle ça comme ça, parce que ça permet de passer partout et d'avoir un vélo finalement adapté à tous les terrains. Voilà, et c'est une pratique qui est toute nouvelle, qui est née il y a quelques années, 4-5 ans, et qui est en train d'augmenter, de se développer. Et donc voilà, on est très peu à proposer des séjours en gravel et ce type de pratique-là, mais c'est une pratique qui est très intéressante. Ok. Et après, dans les autres tendances, effectivement, le côté nature, le côté authentique aussi, c'est Oui, ouais, tout à fait. Alors après, voilà, ça c'est la grosse tendance, mais ça c'est le général. C'est pas que voyage à vélo. Le tourisme aujourd'hui, les gens cherchent la nature. Depuis le Covid, ils sont à fond là-dedans. Donc oui, on vend du séjour sur l'Aubrac par exemple, alors que c'était pas du tout ce qu'on vendait il y a 2-3 ans. Mais voilà, c'est des choses qui sont intéressantes pour nous, c'est ce qu'ils recherchent. Et également, oui, j'ai noté, voilà, ils sont toujours à la recherche d'expériences authentiques. Ça va un petit peu avec le point personnalisation du voyage, c'est-à-dire que ils vont chercher à personnaliser, à faire leur propre séjour, à rencontrer de la population locale, si on leur donne un petit conseil d'aller voir tel point de vue à tel endroit, d'aller déguster ce fromage de chèvre dans telle ferme, etc., des choses un petit peu hors des sentiers battus. Ça, ils adorent. Enfin, vraiment, c'est une grosse tendance que l'on a aujourd'hui. Voilà. Après, il y en a sûrement plein d'autres, mais en tout cas, c'est les principales. Ok. On va passer du coup aux questions-réponses. Voilà. Gilles, est-ce que tu as quelques questions que tu as relevées dans Alors, la discussion? on a des questions de problèmes techniques, mais non. J'ai deux questions qui m'ont été remontées. Donc, une assez technique, enfin, technique de Sandrine, hein, de l'hôtel de Montpellier, Sandrine Chabalan. Oui. Attention de Valentine, qui lui demande voilà, quelle appli elle conseille pour se guider à vélo. Oui. Alors du coup, nous on utilise une application qui s'appelle Mike's, voilà. Mais c'est une application en fait qui a été développée pour les professionnels, hein, du coup, donc qui est personnalisée par rapport à nous agences. Après pour le grand public, on a des applications, voilà, comme Open Runner, Strava, voilà, ou MyGPS, non, mais ceci il y en a une autre, comment elle s'appelle? Il y en a une troisième, je ne me rappelle plus du nom, mais enfin, en tout cas, voilà. Il y a Komoot, voilà. On va dire qu'il y en a 2, 3, 4 là qui sortent un petit peu du lot et qui fonctionnent très très bien comme application grand public, on va dire. Et la deuxième question nous venait de Pierre Franck et s'adresse aux deux intervenantes. Et c'est celle du critère, des critères de choix pour la programmation de destination. Voilà, petite précision, Pierre Franck et de l'association des professionnels de la voie verte Passapaïs.
Bah, vas-y, Maëlys, je te laisse. Ouais, donc si j'ai bien compris, c'est savoir qu'est-ce qui nous fait choisir de créer un séjour dans telle ou telle destination, c'est un peu ça? Bon, si c'est ça, bah, nous, c'est vrai qu'on va s'intéresser du coup aux tendances de manière générale. Quelles sont les destinations qui séduisent et qui plaisent de plus en plus? On va regarder surtout ben, les aménagements qui sont faits, les aménagements de type les voies vertes, les véloroutes. Et également, quelles sont les offres et les services disponibles sur le séjour? Est-ce que, ben, il y a plusieurs loueurs de vélos? Est-ce qu'il y a des transporteurs ou des taxis sur place? Est-ce que, il y a enfin, il y a des points d'intérêt touristique intéressants? Donc voilà, c'est tout un petit package comme ça qu'on regarde, qu'on prend en compte pour pouvoir après choisir de développer un séjour dans la destination en question. Pour compléter, est-ce qu'il y a des hébergements de qualité? Oui, ça c'est super important parce que il y a des fois des zones qui sont super intéressantes, mais en fait si derrière on n'a pas d'hébergement, voilà, au moins 3 étoiles ou chambre d'hôte équivalente 3 étoiles, pour nous notre type de clientèle, c'est sûr qu'un gîte ou des choses comme ça en tout cas, on ne le propose pas. Donc, ça aussi, c'est vraiment un point qui est assez important et qui, des fois, toutes les cases sont cochées du tout le reste. Mais si derrière, on n'a pas l'hébergement ou les hébergements qui vont bien, ben, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Donc, voilà, c'est pour rajouter ce petit truc. Ok. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions ou est-ce qu'on passe du coup à la table ronde suivante? Non, on était bon sur les questions et Ok. on peut passer à la suite. Très bien, très bien. Alors, en tout cas, effectivement, sur le transport de bagages, donc ça a été cité par voilà, à la fois Amélie et Valentine sur voilà, ces services auxquels vos clients font appel et auxquels vous faites appel en tant qu'agence. Et certainement, vous avez eu affaire à ce genre de prestataires, hein, des transporteurs de bagages, mais on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de le démystifier, hein, ce service. Donc, avec Aurélien Biancio de Baga France, OK, ça roule, et avec Pierre-Yves Le Guen de la Malle Postale. On va commencer par Aurélien. Bonjour Elodie, bonjour tout le monde. Ok, donc tu es directeur opérationnel service voyage et événementiel pour Baga France OK ça roule, qui est situé à Mogio. Est-ce que tu peux nous en dire plus, donc à la fois sur l'entreprise et puis sur votre métier? Oui, avec plaisir. Comme Valentine et Mélie, je vous remercie d'avoir organisé cette table ronde pour pouvoir faire connaissance et puis pouvoir aussi un petit peu sortir de l'ombre en présentant nos activités et le voyage à vélo et le vélo au sens large. Donc pour vous présenter un petit peu notre entreprise, donc vous avez Baga France et OK ça roule. Donc ce sont deux appellations. OK ça roule est une plateforme de services dédiée aux professionnels du voyage à vélo, donc qui va regrouper différents types de prestations, dont le transfert de bagages, mais également le transfert de vélo ou l'accompagnement de groupes avec des moniteurs, des guides et également de la location sur des zones qui sont assez proches de nos secteurs. Baga France, quant à elle, est donc la partie B2C, donc c'est l'entreprise déjà qui supporte le statut de transporteur. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu méconnu, je pense, mais c'est vrai que on dépend du secteur du transport. On nécessite la capacité de transport de marchandises qui nous donne le droit de vendre ces prestations-là, donc de transporter des affaires qui ne sont pas les autres, des bagages ou des vélos à autrui.
Et c'est donc également par ce biais-là que les clients particuliers peuvent réserver leur transfert de bagages. Donc, on voit de suite que l'on a deux types de clientèle, les professionnels et les particuliers. Les professionnels que vous avez pu écouter avec le Vélo Voyageur et Cap Vélo Discover France juste avant, mais également il y a des clients particuliers qui peuvent organiser leur propre séjour, réserver leurs propres hébergements et leur vélo et nous demander de transférer les bagages au cours de leurs itinéraires. Comment est-ce qu'on fonctionne et où est-ce que l'on fonctionne effectivement? Donc, comme tu l'as dit, on est basé à Moguio, donc à Montpellier. Hein, vous pouvez le voir sur la petite carte de couverture. On intervient sur les itinéraires que vous pouvez voir qui ont été surlignés. Donc, Canal du Midi, Canal de Garonne, un petit peu de vélo Méditerranée, un petit peu de Via Rona et toute la Loire à vélo, donc sur la partie un petit peu plus au nord de la France. Ça, ce sont nos zones d'intervention. Ça couvre avec la Provence qui est maillée d'une manière un peu différente. Ça couvre quand même à peu près 1500 km par jour de couverture et de transfert. Comment est-ce qu'on fonctionne? Eh bien, on a des lieux fixes où on a effectivement des points de départ avec des véhicules et du personnel en fixe. Donc, vous pouvez les voir ce sont les dépôts, hein, ce sont les petits logos moutarde. Donc, on en a un à Tours, un à Montpellier évidemment, et un sur la saison sur le secteur d'Avignon aussi. Ensuite, pour pouvoir couvrir ces lieux-là, effectivement, on comprend bien que tout le monde ne peut pas partir de ces 3 sites-là et qu'il nous faut avoir des points relais avec des salariés et des véhicules sur ces points relais. Donc, vous voyez, on a Angers, on a Agen, on a Toulouse et on a Carcassonne, qui sont des points de départ où on a effectivement donc chauffeurs et véhicules. Toute la partie réservation et toute la partie planification de nos tournées sont faites de Montpellier. Et sont envoyés aux responsables de site, donc à Tours et Avignon, et également aux chauffeurs qui, eux, sont sur donc, des points relais qui reçoivent les tournées pour exécuter du coup, le lendemain le service de transfert de bagages. Comment ça se passe concrètement? Donc on a des réservations qui peuvent arriver, on en a déjà, hein, qui sont arrivées depuis un petit moment pour la saison, donc pour septembre, octobre ou autre. Les tournées sont préorganisées 10 jours avant et sont finalisées la veille du service, la veille de la tournée. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même pas mal de changements qui sont encore opérés la veille, liés à des problèmes des voyageurs, liés à des changements d'adresse, liés à certaines contraintes que l'on essaye de pallier le plus possible en impactant le moins de monde possible également. Une fois que ces tournées sont faites, nous envoyons un message aux hébergeurs et aux voyageurs pour leur dire à quelle heure on va passer, approximativement, à plus ou moins 1 heure, de manière à ce que chacun puisse s'organiser dans son départ, mais également que ce soit pour les hébergeurs, donc chambre d'hôte ou hôtel, de pouvoir ne pas être bloqué entre 9h et 18h, qui sont nos horaires de passage. Voilà, on essaye de faire au mieux pour envoyer ces informations-là la veille au soir. Voilà, on voit qu'on est effectivement sur cette dernière vignette, qu'on est un service tripartite, donc on est entre le client qui voyage, l'hébergeur et nous-mêmes. Nous sommes sur un fonctionnement à 3 et c'est cette optimisation, cette compréhension des uns des autres qui fait que le service sera de plus en plus facile, j'ai envie de dire, pour tout le monde et moins contraignant pour certains. Il y a quand même une contrainte, certaines responsabilités aussi. Et le but, c'est d'arriver à trouver ce fonctionnement qui soit le plus fluide possible entre tout le monde. Et pour resituer un petit peu cette partie-là, effectivement, lorsque c'est une agence ou un client, il réserve un hébergement et il nous réserve le transport de ses bagages, mais finalement, l'hébergeur et nous n'avons pas de relation commerciale, mais avons une relation qui est induite par ce service que nous commande un client commun. Et effectivement, c'est sur cette partie-là où la bonne entente et la compréhension des uns des autres fait que l'on arrivera à fonctionner très, très fluidement. Voilà. Ok. Du coup, je passe la parole à Pierre-Yves Le Guen de la Malle Postale. Même question qu'à Aurélien. Est-ce que tu peux du coup nous présenter donc
ton entreprise qui est basée au Puy-en-Velay. Voilà, quels itinéraires vous desservez dans l'Hérault? Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous fonctionnez comme Baga France? OK, ça roule? Ouais, bonjour à tous. Donc oui, donc je suis Pierre-Yves Le Guen, chargé des projets et des développements à la Malle Postale. Donc effectivement, la Malle Postale, on travaille depuis 2009 sur le service de transport de bagages, de personnes, de vélos sur différents itinéraires. À l'échelle nationale, on travaille sur une soixantaine d'itinéraires en France aujourd'hui, et en particulier, comme tu le disais, Elodie, dans l'Hérault, avec la voie verte Passant-Païs, le tour entre Vigny-Caroux, la GTMC, la voie d'Arles, enfin, différents itinéraires sur la partie héroltaise. Oui, donc effectivement, on a le même fonctionnement globalement, hein, que Baga France, à savoir qu'on permet la réservation du service de transport de bagages à nos clientèles via principalement de notre côté par notre site internet. Là, je vais partir plutôt de la partie B2C, hein, avec les clientèles individuelles, même si évidemment on travaille aussi beaucoup avec les agences de voyage. Donc, concrètement, nous, l'internaute va sur notre site internet aller retrouver l'itinéraire sur lequel il souhaite bénéficier du service de transport de bagages de personnes ou de vélos, et il va retrouver différentes informations relatives à l'itinéraire sur la page dédiée à chaque itinéraire sur le site, et il va pouvoir du coup réserver en ligne son service de transport de bagages en nous indiquant les différents hébergements dans lesquels il va séjourner. Des hébergements qui peuvent être des chambres d'hôtes, des hôtels, des gîtes d'étape, des campings, etc. Des hébergements touristiques dits professionnels, hein. C'est vrai que c'est toujours compliqué de desservir les particuliers ou les hébergements issus de plateformes de réservation entre particuliers, justement comme Airbnb. Alors, j'ai rien contre Airbnb, mais c'est vrai que les propriétaires sont rarement sur place. Peut-être de moins en moins, enfin, voilà, il y a des cas particuliers aussi, et ça peut parfois être difficile de desservir ce type de logement. D'accord. Et du coup, quelles interactions avez-vous avec les hébergeurs du coup? Alors, ça dépend de l'itinéraire sur lequel on travaille. C'est vrai qu'il y a des gros itinéraires de type Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, ou chemin de Stevenson, ou des itinéraires vélo même assez fréquentés, où les hébergements ont l'habitude de nous voir tous les jours. On passe relativement régulièrement, enfin relativement tous les jours aux mêmes horaires, dans le même créneau horaire en tout cas. Donc, avec ce type de logement, on n'a pas forcément, on ne prévient pas forcément de notre passage, parce que de toute façon, ils nous attendent tous les jours. Ils savent très bien qu'entre 8h et 10h, on passera chez eux pour prendre ou déposer les bagages. Après, c'est vrai que sur les itinéraires qui sont moins fréquentés ou en cours d'expérimentation, on indique, alors, déjà au préalable, il faut savoir qu'on a deux types de fonctionnement. Excuse-moi, on travaille d'une part avec notre propre flotte de véhicules, où on a, comme tu disais, Elodie, on est basé au Puy, et dans le secteur du Massif Central, on a une trentaine de minibus qui roulent sur les itinéraires pédestres ou vélo du Massif Central. Mais on travaille aussi avec un système de réseau où on va mettre en réseau différents acteurs du transport pour permettre la réservation, et au lieu que l'agence de voyage, par exemple, ou le randonneur ou individuel ait à faire appel à X taxis, X transporteurs différents pour son itinérance, on va coordonner un peu les différents prestataires transporteurs existants sur le territoire pour être l'interface pour le client ou l'agence de voyage, et ainsi transmettre, diffuser les différentes demandes de transport à ses partenaires éparpillés sur l'ensemble du territoire. Donc c'est vrai que sur les itinéraires qui sont moins fréquentés, c'est souvent avec ce réseau de partenaires qu'on travaille. Voilà, nous on indique à nos partenaires effectivement de contacter l'hébergeur pour lui indiquer dans quel créneau horaire de la journée il passera, et on est en train également de déployer, comme le fait Baga France aussi, automatiser le fait de prévenir à la fois hébergeurs et transporteurs, afin de prévenir en amont de la réservation, en leur disant
2 jours, vous avez tel client qui effectuera qui nous a réservé un service de transport. Donc, vous allez être contacté par un de nos partenaires en indiquant le nom du partenaire qui effectuera la mission et en partageant les coordonnées de tout le monde afin que voilà, la mise en relation soit la plus fluide possible et que l'information puisse circuler et que le transporteur ne trouve pas porte close au moment de la prise ou de la dépose du bagage, quoi. D'accord. Voilà, donc vous informez, en tout cas, vous avez ce rôle un peu de lien entre les différents acteurs. Il vous arrive de déposer ou de collecter dans d'autres lieux que des hébergements ou pas? Alors, pas souvent. C'est vrai que ça peut arriver au cas par cas. On peut avoir, par exemple, alors de base, en tout cas, avec les clientèles individuelles, le principe de base est que non, on dépose uniquement dans les hébergements touristiques. Après, c'est vrai qu'au cas par cas, avec en particulier les agences de voyage, il peut arriver que l'agence qui a loué des vélos, par exemple, son loueur est à tel endroit, les clientèles ne vont pas rentrer vont rentrer directement chez elle par le train, par exemple. L'agence peut nous demander s'il est possible de déposer les bagages dans tel endroit, par exemple chez le loueur ou dans un restaurant dans lequel les clients vont déjeuner le midi, par exemple. Donc, au cas par cas, oui, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais de base, pour les clientèles individuelles, en tout cas, la règle est de déposer les bagages dans les hébergements. Il vous arrive de faire le lien, par exemple, en point de départ avec une gare, ou justement, puisque vous parliez du train, justement. Alors, c'est pareil hein, pour le service. Là, on est plus sur du service à la demande, donc c'est quelque chose qu'on peut organiser aussi en relation et en adéquation avec les disponibilités de nos partenaires locaux. Oui, ça peut arriver qu'on ait un groupe de randonneurs ou de cyclotouristes qui arrive à une gare à telle heure, par exemple, et auquel cas on essaye de s'organiser et de coordonner l'arrivée de notre partenaire transporteur afin qu'il puisse récupérer les bagages de telle ou telle clientèle à la sortie de la gare. Mais encore une fois, ça reste du cas particulier, qu'on ajuste au cas par cas. On la demande et généralement pour les groupes, quoi. D'accord. On va parler un peu du rôle et de la responsabilité de chacun. Il y a des bagages qui sont déposés, stockés, ensuite enlevés. Voilà, comment ça se passe exactement avec l'hébergeur? Qui est responsable de quoi? Voilà, je ne sais pas qui veut commencer sur le sujet, Pierre ou Aurélien? Comme tu veux, Pierre-Yves. Ouais, de toute façon, c'est nous, en tant que transporteur, nous, on a la responsabilité du bagage ou de l'objet, de la marchandise transportée dès lors qu'elle est alors qu'elle est dans le cadre de notre mission, à partir du moment où on la prend en charge et où on la dépose dans le véhicule ou alors que nos chauffeurs ou nos partenaires en ont la possession. Après, une fois qu'ils sont déposés dans les hébergements, c'est effectivement, ils ne sont pas chez nous, ils ne sont pas en notre possession, ils sont déposés dans un lieu privé. Donc, c'est l'hébergeur qui, s'il arrive quelque chose, qui en tient la responsabilité, d'où l'intérêt, et on l'évoquait tout à l'heure, d'avoir des lieux clos aussi, d'avoir une coopération avec les hébergeurs pour qu'on ait un digicode, par exemple, qu'il y ait une bagagerie, qu'on puisse déposer les bagages aussi dans des lieux sécurisés. Je ne sais pas si Aurélien, tu as d'autres choses à... Ouais, je te suis forcément à 200% sur le sujet, effectivement. Je pense que tout l'enjeu, voilà, les hôtels qui vont avoir du personnel vont pouvoir avoir un service de bagagerie sur une amplitude horaire qui est forcément très confortable pour tout le monde. Les chambres d'hôtes ou hôtels plus modestes ont des difficultés à maintenir et on le comprend complètement, d'avoir une amplitude horaire entre du 9-18 ou du 10-17. C'est vrai que c'est pas évident d'arriver à tout faire, d'où l'intérêt d'avoir un local sécurisé. Alors c'est pas la peine que ce soit un coffre-fort, ça peut être un cabanon avec un cadenas, alors un cabanon certes un petit peu solide, mais qui n'a pas besoin d'avoir une grande capacité, avec soit un digicode, soit un cadenas à code. Et si ces informations-là nous sont communiquées, elles sont facilement utilisables et ça rend le service très fluide et sans contrainte. Voilà. Après, les responsabilités
d'expérience, on a rarement des problèmes de responsabilité, que ce soit dans les transports, à part peut-être des fois une roulette de valise qui peut se rompre à l'utilisation ou ces choses-là. Je vais dire que les plus grosses difficultés, elles sont effectivement de savoir exactement combien de bagages l'hébergeur, l'hôtelier a récupéré pour qu'il puisse nous transmettre le bon nombre de bagages et que nous, on en fasse de même à l'issue du transfert. Donc c'est plus une question également de rôle et de fonction plus que de responsabilité, dans le sens où il faut avoir un certain protocole pour récupérer un bagage, le délivrer, et ce qui enlève tout doute concernant le nombre de bagages et quel bagage est à quel client. Voilà. Ouais, cette partie-là. que chacun connaisse le service de l'autre et qu'on travaille ensemble finalement. Nous, Exactement. Bon, déjà, on le fait avec l'étiquetage des bagages. Je pense que vous aussi, à Baga France, les bagages des clients qu'on nous transporte, les bagages de nos clients sont tous étiquetés avec un numéro, un nombre de bagages identifiés clairement avec le nom du client. C'est vrai que parfois, on peut avoir un client, un groupe de randonneurs, il y en a certains qui vont se partager la tâche pour organiser leur rando. On va avoir Monsieur Dupont qui va réserver le transport de bagages, mais Monsieur Durand qui va réserver l'hébergement. Donc là, effectivement, ça peut poser souci, puisque l'hébergeur va nous appeler en disant c'est quoi, moi je reçois des bagages de Monsieur Durand alors que j'ai que Monsieur Dupont qui vient séjourner chez moi. Donc c'est toujours ça peut être compliqué. Donc d'où l'importance aussi pour les hébergeurs peut-être de se renseigner auprès des clientèles qui séjournent chez elles, de savoir s'ils font appel au service de transport de bagages, et avec qui, pour que en amont on puisse peut-être essayer de communiquer pour éviter ce type de petits problèmes qui peuvent arriver, encore une fois, occasionnellement. C'est la plupart du temps, tout se passe merveilleusement bien. Oui, je confirme. Ok, bon, je pense que Gilles nous signifie qu'on commence à prendre un peu de retard. En tout cas, voilà, j'ai bien retenu que voilà, il y a des solutions, en tout cas pour les hébergeurs qui n'ont pas une réception ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, qu'il y a des solutions peut-être à trouver, à vous les indiquer si leurs clients... voilà, si leurs clients fait appel au service de transport de bagages. J'ai bien noté la question de l'étiquetage aussi. Je crois qu'au niveau de la malle postale, vous proposez aussi des étiquettes types à mettre sur les bagages, voilà, pour vos clients, qui peuvent faciliter les choses. Oui, tout à fait. Nous, sur chaque réservation, chaque fois qu'il y a une réservation qui est validée par nos services via notre application, le client reçoit systématiquement des étiquettes par mail pour qu'il puisse clairement identifier ses bagages. C'est des étiquettes PDF qu'il doit imprimer et attacher à son sac. Pour les itinéraires sur lesquels on travaille de manière plus soutenue, comme le Saint-Jacques par exemple, où il y a vraiment beaucoup de volume, en complément, nos chauffeurs appliquent eux-mêmes des étiquettes plastifiées, bien visibles, avec le logo, avec le nom du client, pour pas qu'il y ait de soucis. Mais effectivement, chaque bagage qu'on transporte, c'est une règle chez nous, bien sûr, chaque bagage qu'on transporte est clairement identifié par une étiquette pour qu'on puisse facilement les reconnaître. Ok. Peut-être, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, Aurélien, sinon on passe aux questions-réponses. Oui, on a le même fonctionnement pour les étiquettes. Enfin, de toute façon, c'est dans notre intérêt aussi de ne pas créer de confusion. Je voulais préciser également que l'on propose aux clients un service, comme le disait Pierre-Yves, un service un peu sur mesure au cas où il y a des contraintes horaires qui effectivement, de notre côté, n'a pas le même coût que le service classique. Donc, ce service existe, il est proposé aux clients qui rencontrent soit des contraintes horaires de leur part pour reprendre un train ou pour reprendre des choses plus tôt dans l'après-midi, mais également au cas où les hôteliers n'arrivent pas à avoir cette disponibilité, que l'on comprend tout à fait. Donc on propose ce service-là aux clients de manière à ne pas mettre à défaut ou en porte-à-faux l'hôtelier si vraiment pas de solutions sont possibles. Ok, très bien. Alors, Gilles, est-ce que tu as quelques questions pour Pierre-Yves ou pour Aurélien, ou pour les deux? Écoutez, non. Je pense que vous avez été très clair, ou que certains ne maîtrisent pas le système du chat. Non, on avait juste une question de Julien Roussel de Clermontais qui
Voilà. D'accord. Qui si le contenu du webinaire pourrait être récupéré, alors je vous ai répondu. Oui, bien sûr, le support serait disponible et qu'on pourrait avoir accès à un replay. Tout à fait, effectivement. Pas de souci là-dessus, à la fois le PowerPoint et les interviews seront disponibles. Ok, bah s'il n'y a toujours pas de questions, on va passer à la suite. Merci en tout cas, Aurélien et Pierre-Yves. Et puis, de toute façon, les gens, voilà, je précise qu'il y aura les contacts aussi sur la dernière slide et que, évidemment, s'il y a des soucis, ils peuvent vous joindre, vous contacter directement. 7 jours sur 7, de 7h à 19h, effectivement. Ok. Merci, Elodie. Merci. Au revoir. Ce n'est pas valable pour les contacts d'Élodie et moi. C'est vrai. Voilà, donc on va passer à la dernière intervention, celle de Justine Chabert, qui est responsable réception au camping Beauregard plage à Marseillan. Je reste un peu sur la photo. Les campings, nous l'avons vu en introduction, hein, c'est en tout cas la catégorie la plus consultée sur le site France Vélo Tourisme. Hein, c'est près de 30% des clics sur les offres. Et donc, il nous semblait important que cette catégorie soit particulièrement représentée aujourd'hui. Et donc voilà, Justine a accepté de nous parler un peu de la démarche du camping pour se faire labelliser Accueil Vélo. Alors, juste pour commencer, en tout cas, est-ce que tu peux nous présenter le camping où tu travailles et on va dire ses clientèles, et notamment ses clientèles vélo? Alors, ouais, tout à fait. Ouais, bonjour à tous. Mais du coup, nous, c'est vrai qu'on est un camping un petit peu atypique. Donc, on est en bord de plage à Marseillan-Plage, donc au bord de l'étang de Thau et sur le canal du Midi. On est un camping du coup avec 200 emplacements nus. Chez nous, il n'y a pas de locatif. On est plutôt tourné vers l'environnement. La phrase type un peu chez nous, c'est essayer de rendre le durable désirable. Donc, c'est vrai que chez nous, voilà, il n'y a pas de club enfant, il n'y a pas de grosse animation. On considère le camping un petit peu comme le jardin de la plage. Donc, ce n'est pas un gros camping où on vient et il y a beaucoup d'animation. Donc, on est labellisé qualité tourisme Occitanie depuis l'année dernière. On est aussi un refuge pour les oiseaux. On a engagé 0 produits phytosanitaires. Et du coup, on est labellisé Accueil Vélo depuis l'année dernière. Okay. Voilà. Et vos clientèles, du coup Alors, du coup, donc nous, on est que sur du camping-car, caravane, tente. On est 50% français sur la clientèle vraiment camping. Et après, on est à peu près 25% allemand et à peu près 20% hollandais. Sachant que du coup, nous, c'est majoritairement seniors en hors saison et familial en saison. Par contre, sur la clientèle cycliste, du coup, ça nous rajeunit vraiment la clientèle. On a vraiment une forte demande en cyclo de mi-mai, on va dire, jusqu'à la fermeture, mi-octobre. Sur l'avant-saison, il fait un peu frais quand même, donc forcément, c'est plus compliqué vu que nous, ce qu'on propose, c'est vraiment que de dormir sous sa toile de tente. On ne fait pas de location, on ne fait rien de tout ça. Mais du coup, on garde quand même sur la clientèle cyclo 50% à peu près français. Et après, on va avoir à peu près, donc on va avoir beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Espagnols. Et après, c'est un petit peu mélangé sur toutes les autres nationalités, mais ça reste quand même voilà, tout ce qui est hollandais, Royaume-Uni et Italie un petit peu aussi. Sachant qu'on va avoir des familles amies, beaucoup en cyclo. Et ce qui est rigolo, c'est que donc, nous, notre offre cycliste, c'est vraiment un emplacement tout simple où ils ont l'eau potable, l'électricité, des petits poteaux pour attacher leur vélo, un local sécurisé. Mais on prend vraiment un retour aux sources, c'est quelque chose de très simple. Et quand ils viennent en amis, en fait, on se rend compte qu'ils vont partir plus sur les emplacements avec sanitaire individuel et pas du tout ce qu'on réserve, entre guillemets, aux cyclistes où c'est un emplacement qui est partagé. C'est-à-dire que 2 cyclistes qui arrivent le même jour, ils vont être sur la même place pour cette convivialité en fait, qu'on retrouve en camping. Du coup, quand ils viennent en groupe, en général, ils préfèrent partir sur une autre option et prendre un emplacement complètement autre que la proposition qu'on fait aux cyclistes. Ok. Est-ce que du coup,
au-delà de l'emplacement, du coup, voilà, ils ont des petits besoins quand ils arrivent. Est-ce qu'ils se... Donc, ouais, nous, c'est vrai que du coup, en général, ils viennent pour un jour ou deux. Après, souvent, ils restent plus longtemps parce que ils apprécient beaucoup l'accès direct à la plage et le fait qu'on soit direct dans le centre-ville. Donc, ils prennent ça un peu pour un petit séjour détente pendant leur voyage. Donc, souvent, ils étendent un petit peu la pause. Mais c'est vrai que nous, c'est assez simple. Nous, vraiment, le service qu'ils adorent ici, c'est la proximité des commerces, boulangeries en face et l'accès plage. Après, en interne, quand ils arrivent, on leur offre souvent un petit café, un verre d'eau. Et en fait, juste le fait du côté humain et de parler un petit peu, de s'intéresser à leur voyage, de s'intéresser à comment s'est passée l'étape d'aujourd'hui et quelle va être l'étape du lendemain. Mais en fait, on se rend compte que ça leur suffit de passer 5-10 minutes, si on a le temps, à parler avec eux et à prendre le temps d'échanger, en fait, à s'intéresser à ce qu'ils font. Et il n'y a pas plus de demandes que ça parce qu'on a un camping très simple et du coup, les clients qui viennent, que ce soit cyclo ou autre, restent très simples dans leurs attentes. Ok. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans le vélotourisme et l'accueil des touristes à vélo? Voilà, effectivement, quand on a préparé le webinaire, tu m'as parlé de cheminement. Donc, quel est ce cheminement? En fait, moi, du coup, donc, je suis arrivée en tant que saisonnière en 2019, donc l'année où on a commencé un petit peu à s'intéresser à tout ça. Sachant que ma collègue à l'époque et le gérant étaient déjà très tournés environnement. L'impact écologique de nos clients, il est important chez nous parce que du coup, on n'a pas de locatif. Donc, les gens viennent des fois d'Allemagne en camping-car, en caravane. Donc, même s'ils restent longtemps, l'impact est grand. Donc, on essaie de trouver un petit peu des manières de se tourner plus vers le slow tourisme et de pouvoir proposer en fait des séjours dans le bassin émetteur et de rapprocher du coup notre clientèle de chez nous pour pouvoir un petit peu pas freiner mais moins impacter l'impact carbone des clients. Et du coup, en 2019, on s'est rendu compte que quand même, on avait pas mal de demandes, alors qu'on n'avait pas du tout de tarifs et on n'avait rien de tout ça. Donc, j'ai fait du coup une étude de marché en fin de saison. En 2020, on s'est dit qu'on allait tenter sans le label pour essayer, voir déjà si de faire un tarif spécial, ça fonctionnait ou pas du tout. On s'est rendu compte du coup que ça avait bien marché, les gens avaient plutôt apprécié, on avait des bons retours et on a demandé du coup quelques conseils sur qu'est-ce qui serait apprécié sur leurs besoins. Donc, beaucoup nous ont parlé du coup d'une table, de l'eau potable, d'une petite cuisine. Donc, c'est vrai que nous, la cuisine, la première année, on n'a pas osé se lancer parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait fonctionner et qu'on avait un gros projet à côté depuis 2 ans. Donc, on a fait une proposition toute simple. Donc, on a travaillé avec l'Office du tourisme de Marseillan du coup et Elodie pour être labellisé. Et on a fait simplement un emplacement tout simple avec un petit local sécurisé, des petits poteaux. Alors, on a mis en place un petit peu tout ça, un partenariat avec la boulangerie en face qui fait du coup des paniers à emporter et qui est assez ouverte. Et des horaires flexibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver le soir, même s'ils arrivent dans la nuit parce qu'il leur arrive un problème, on leur donne le code du portillon, ils peuvent toujours rentrer avec leur vélo et s'installer plus tard. Ils ont toutes les infos par téléphone ou par email. Et du coup, c'est vrai que cette année, ça a vraiment marché. On est passé, pour vous donner quelques chiffres, en 2020, donc période Covid, on avait 27 séjours vélo. Et là, cette année, on en a eu 120. Donc, sachant qu'on n'a pas énormément communiqué dessus parce qu'on était sur autre chose. Donc, ça fonctionne pas mal. Et du coup, donc, cette année, on est en train d'installer une cuisine du coup sur l'emplacement. Et on a agrandi la place aussi. D'accord. Ce tarif cyclotouriste, il correspond à quoi exactement? Donc, en fait, il part de 16 € jusqu'à 25 € en haute saison. C'est un tarif, du coup, pour une personne. Et sachant que, normalement, nous, les emplacements, à 10 h, ils sont partis. Nous, un cyclotouriste, s'il veut rester plus longtemps pour pouvoir profiter de l'accès plage, du coup, il n'a pas d'impératif d'heure chez nous. On est un peu plus laxiste, entre guillemets, dans le sens où s'il veut se profiter un petit peu et qu'il fait chaud et qu'il veut repartir qu'un peu plus tard, c'est pas grave, tant que sa tente elle est démontée pour que d'autres veulent arriver. On est assez flexible avec eux. Et du coup, après, c'est un prix par personne et la place est partagée jusqu'à 4 personnes. Ce qui fait que, du coup, il y a vraiment ce côté convivial. Ils se rencontrent et
Et c'est sympa souvent de passer à côté de la place et de voir du coup des inconnus qui partagent la même expérience, échanger autour de ça, c'est plutôt chouette. Ok. Alors, du coup, donc on a entendu le nombre de séjours vélo voilà, qui ont été générés par le label. Est-ce que ça vous apporte autre chose, effectivement? Est-ce que c'est… Du coup, il y a la visibilité Oui. qui est chouette. Et nous, c'est vrai que c'est surtout pour les projets à venir, quand on a pensé au label, dans le sens où, comme je parlais tout à l'heure, on aimerait vraiment dire aux gens de Montpellier, de Béziers, de Pézenas, de dire, écoutez, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller super loin pour… juste pour changer d'idée un petit peu un week-end, vous prenez votre vélo et vous faites rien que 30 km à vélo et vous êtes à la plage en fait et vous vous détendez. Ça vous fait une petite idée week-end quoi, sympa. Et c'est vrai qu'on aimerait bien se projeter un peu plus vers ça pour faire découvrir aussi le camping et changer de l'idée de on a un week-end, il faut partir loin forcément. Donc du coup, c'est vraiment dans ce sens-là. Et le côté, du coup, écologique, entre guillemets, même si on n'aime pas trop ce mot, mais de se dire que, voilà, on ne vient pas avec la voiture et c'est important, du coup, maintenant, avec tout ce qui se passe, de réfléchir à d'autres façons de voyager. Oui. Et c'est et le label, du coup, nous permet de communiquer sur tout ça plus facilement. Ok. Voilà, j'ai pas forcément d'autres questions et je vois que dans le chat, il n'y a pas beaucoup voilà, je vois que ça se manifeste pas beaucoup. Gilles, est-ce que tu as relevé des questions ou est-ce que voilà, vous pouvez vous manifester maintenant pour si vous avez des questions à poser à Justine? Gilles? Pour l'instant, il n'y a pas de questions. En tout cas, j'ai bien noté effectivement que votre projet, c'est de plus attirer, donc en tout cas, une clientèle qui est en adéquation avec vos valeurs et puis une clientèle du coup de proximité, donc j'imagine aussi pour désaisonnaliser, hein, c'est-à-dire des clients toute l'année sans un gros impact carbone, en tout cas de cette fréquentation. Donc voilà, en tout cas, merci. Justine, pour cette intervention Merci à vous. éclairante. Et voilà. Et tu es aussi disponible pour éventuellement répondre aux personnes qui voudraient te contacter, Office de tourisme ou professionnel. Ouais. Bien sûr, du coup, il y a l'adresse mail, il y a le téléphone de la réception et nous, maintenant, on est ouvert 7 jours sur 7, donc quand vous voulez. Ok, très bien. Il est 15h25, mon Dieu, mais nous sommes à l'heure. Voilà, je vais passer du coup à la conclusion de ce premier webinaire. Bon, déjà, je vais remercier vraiment tous les intervenants voilà, qui se sont rendus disponibles pour ce premier webinaire. Voilà, merci à tous les 5. Merci à Gilles d'avoir joué le maître du temps et le modérateur. Voilà, voilà, je voudrais remercier aussi tous ceux qui se sont inscrits. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On vous enverra à tous un petit questionnaire pour savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées pour d'éventuelles prochaines éditions. En tout cas, voilà, quelques éléments en tout cas saillants aujourd'hui à travers les interventions voilà, des différentes entreprises et agences. Voilà, j'ai bien noté le besoin de rassurance et d'accompagnement des clientèles à vélo, en particulier les clientèles étrangères, mais aussi les néo-pratiquants. Hein, qui sont nombreux. Hein. En tout cas, j'ai noté, le Vélo et Territoire note qu'il y a à peu près 30% de néo-pratiquants hein, dans les voyageurs à vélo. Donc, effectivement, c'est une clientèle qui a besoin qu'on soit à ses côtés. Et voilà, tous on doit être à la manœuvre pour ça. Voilà, j'ai noté aussi que la clientèle était amatrice de confort et de service, mais très exigeante. Voilà, c'est le cas en particulier sur le transport des bagages et j'espère que ce webinaire aura donné à tous les informations nécessaires pour que ce soit le plus fluide possible sans effectivement exercer trop de contraintes
hein, surtout sur les petites structures. Et puis les nouvelles tendances qui vont vers la personnalisation du voyage, la diversité des pratiques, des séjours plus nature, plus authentiques. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question, hein. Vous voyez la fameuse fiche contact. Voilà, donc tous les intervenants aujourd'hui voilà, peuvent être recontactés par vous si vous en sentez le besoin. Évidemment, Gilles, qui est le coordonnateur des activités de pleine nature et qui est notre spécialiste VTT, peut répondre aussi à vos questions comme moi pour le côté vélo-tourisme. Vos offices de tourisme, évidemment, je sais qu'il y en a parmi l'assistance, peuvent aussi vous accompagner et répondre à vos questions sur la question du tourisme à vélo. Voilà, merci encore à tous et je vous dis voilà, bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Et merci de vos remerciements dans la conversation. Non, mais c'est toujours agréable. Merci. Merci. Allez, au revoir. Bon après-midi, au revoir. Ciao, ciao.